voulez vous présenter aussi sans Maxime Bédache, avocat, pour rester dans le ton. Je ne comprends pas pourquoi les magistrats sont minoritaires. Il y a sûrement une question technique que le public aimerait connaître. Voilà. On va faire masse. Oui, on va faire masse des questions parce que c'est plus simple, sinon ça va être trop haché. Y a-t-il d'autres questions sur ce problème donc des statuts qui est important, bon, qui est peut-être technique, mais qui, en même temps, bon, on sait bien que c'est là que souvent la liberté est protégée. Bonjour, Olivier Feutry, je suis bureau de la Fédération de Paris, je suis juriste d'entreprise. Je voudrais vous poser la question de la responsabilité pénale professionnelle des magistrats. Existe-t-elle? J'en ai parlé avec le procureur Natillac tout à l'heure. Quelle est la position de votre association? Je ne veux pas dire de votre corporation. On va prendre encore une ou deux questions. Alors, je n'ai pas encore salué M. Natillac, qui effectivement est un magistrat, bon, qui n'intervient pas normalement au débat, qui nous fait le plaisir d'être là dans la salle, mais qui pourra dire quelques mots et qui pourra peut-être apporter des éléments. Vous avez peut-être une question à poser. Tiens, allez, voilà. Vous avez gagné la question. Non. Vous êtes sûr? Bon, tout à l'heure peut-être. Alors. Bien, alors, y a-t-il d'autres questions? Sinon, on va tout de suite passer aux réponses. Pas d'autres questions sur les problèmes? Moi, j'en ai une. Je voudrais savoir éventuellement si vous avez une zone en dehors des assassins et des voleurs de poules où la justice n'est pas toujours indépendante. Est-ce que vous pouvez la positionner et en décrire éventuellement les tenants et aboutissants? Bien, je ne suis pas sûr d'avoir bien compris la question, mais je pense que nous intervenons. Alors voilà, donc je donne la parole à celui qui l'a le mieux compris, c'est-à-dire tous les deux en même temps. Alors, la première question de monsieur sur pourquoi les magistrats sont minoritaires au sein du CSM, ben, j'en sais rien. J'ai envie de vous dire, c'est une réforme que nous avons combattue. Donc il faudrait demander aux auteurs de la réforme. Bon, monsieur le bâtonnier aura peut-être une réponse. Enfin si, j'ai une petite idée de la réponse. Mais si vous voulez, nous avons vécu cette réforme comme une reprise en main de la justice par le pouvoir exécutif, notamment par le fait que les membres politiques au sein du CSM ont été doublés. Auparavant, il y en avait 3, maintenant il y en a 6. Voilà. Je simplifie parce que c'est des questions un petit peu compliquées, mais je pourrais répondre à d'autres questions. Voilà pourquoi nous avons combattu cette réforme. La deuxième question, c'était monsieur. Alors je pense que ce que vous voulez dire, c'est la responsabilité pénale professionnelle. J'ai pas très bien compris. La responsabilité pénale des magistrats, ben, c'est comme celle de tout citoyen. Il a ni plus de droits ni moins de droits que les autres. S'il commet une infraction pénale, ben, il doit en répondre devant les juridictions. Ça arrive malheureusement et c'est parfaitement justifié que les magistrats répondent à leur infraction. Je pense que peut-être ce à quoi vous faites référence, monsieur, c'est aussi la responsabilité disciplinaire ou professionnelle. Deux choses différentes. Oui. Là, on peut effectivement en parler. Alors, c'est vrai que souvent, la question de la responsabilité des magistrats est posée notamment dans l'opinion publique. C'est toujours quelque chose de difficile à expliquer, notamment pour des motifs constitutionnels. Dans une démocratie, l'idée c'est que lorsqu'on n'est pas d'accord avec une décision de justice, le seul recours possible, c'est la voie de l'appel, ou ensuite du pourvoi en cassation, mais qu'on ne peut jamais attaquer un juge à raison des décisions qu'il rend. Voilà quels sont les principes, et ça vaut d'ailleurs pour les juridictions administratives comme pour les juridictions judiciaires. Alors il y a quelques dérogations, et notamment le Conseil constitutionnel a rendu une décision très importante sur ce point, qui fixe le droit et qui dit qu'on peut effectivement poursuivre un juge au disciplinaire à raison des décisions qu'il rend, et que d'abord, la violation manifeste d'une règle de droit doit avoir été constatée en clair par les juridictions suprêmes. Au nom de la séparation des pouvoirs, le Conseil constitutionnel a visé la Déclaration des droits de l'homme, la séparation des pouvoirs et l'indépendance de l'autorité judiciaire. J'ai essayé de faire une réponse un petit peu simpliste peut-être, mais voilà les grandes lignes. Alors la question de monsieur, c'est y avait-il des domaines dans lesquels la justice n'est pas indépendante? Voilà.
Alors, je devrais vous dire théoriquement non. Alors, il faut distinguer le sort des juges et des procureurs. Vous savez, en droit français, les procureurs sont soumis hiérarchiquement au garde des Sceaux. Ça, c'est les textes. Donc, le garde des Sceaux peut donner des directives de politique générale aux magistrats du parquet ou peut donner l'ordre de poursuivre dans une enquête précise si ces réquisitions figurent dans le dossier. Alors, ça, c'est la théorie. La pratique, c'est qu'il arrive toujours, évidemment, par la voie hiérarchique, comme dans tout système hiérarchisé, un système éventuellement de pression sur les magistrats du parquet avec des menaces, notamment sur l'avancement, sur les conditions de travail. Ça, c'est ce qui arrive. Voilà. Alors, dans quel domaine est-ce qu'on retrouve évidemment le plus ce genre de domaine? Ça peut être vaste, c'est toutes les affaires qui fonctionnent de près ou de loin le fonctionnement de l'État ou des personnes proches de l'État, éventuellement les affaires économiques et financières, les affaires qui mettent en cause certains élus. Voilà, j'illustre ça par rapport à ce qui a pu se passer dans le passé, notamment il y a une quinzaine d'années, par rapport aux décisions politico-financières. Alors c'est pour ça que notre organisation syndicale est très réservée sur l'annonce qui a été faite par le président de la République de vouloir supprimer le juge d'instruction. Le juge d'instruction, il a des défauts, on a vu ce que ça a donné de l'affaire Dutroux notamment. Il y a des choses qui ont pu être réformées, d'ailleurs il y a des réformes qui ont été faites, que nous avons soutenues. Le risque pour nous, très important, c'est qu'on va confier des enquêtes qui jusqu'à présent étaient confiées à un juge d'instruction, magistrat indépendant de par son statut, puisque c'est un juge, au parquet, qui lui est soumis hiérarchiquement au pouvoir politique. Donc nous considérons qu'il y a un vrai risque, si vous voulez, pour l'indépendance de la façon dont seront menées les enquêtes, et puis pour également les victimes, puisque c'est quelque chose dont parle beaucoup notre ministre. Est-ce qu'on a la certitude qu'un certain nombre d'affaires, de grandes affaires, qui ont pu voir le jour actuellement, grâce au juge d'instruction, pourront voir le jour à l'avenir si les enquêtes sont entre les mains du parquet, soumis hiérarchiquement au pouvoir exécutif? C'est un enjeu institutionnel. Est-ce que l'affaire du sang contaminé aurait vu le jour sans un juge d'instruction? Est-ce que l'affaire du Concorde aurait vu le jour s'il n'y avait pas eu un juge d'instruction? Est-ce que l'affaire de l'hormone de croissance aurait vu le jour s'il n'y avait pas eu un juge d'instruction? Ça, c'est des questions compliquées. Décider de supprimer le juge d'instruction, ça implique de réfléchir à par quoi on va le remplacer. Et à cet égard, les annonces du président de la République nous inquiètent parce qu'on ne voit pas de garantie effective en termes d'indépendance et on ne voit pas non plus de garantie effective pour les droits de la défense, pour contrecarrer la toute-puissance du parquet qui risque de voir le jour. Voilà pour nous une grosse inquiétude.